Les réponses institutionnelles à la situation des réfugiés ont été diverses, mais surtout, plus récemment, depuis 25 ans, se sont durcies très fortement. Et le réfugié, qui avait une image très positive dans le passé, notamment du temps de la guerre froide, a une image beaucoup plus nuancée aujourd'hui. Il apparaît très souvent comme un intrus. Un intrus sur la scène internationale, puisque c'est quelqu'un qui vient déranger un ordre international où chaque État contrôle son territoire et sa population. Et là, il s'agit de quelqu'un qui précisément ne peut plus ou ne veut plus vivre dans son pays. Donc c'est un élément de désordre international au terme de l'ordre des États qui traitent entre eux de leurs affaires, de leur population, de leur territoire, les uns avec les autres. Donc tout ce qui sort de cet ordre est un élément de désordre, mais aussi un intrus parce qu'on est arrivé à des flux qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois, disons, cherchant du travail, mais aussi pas du tout infondés à demander l'asile, et parfois essentiellement demandeurs d'asile, mais aussi cherchant du travail. Donc là, c'est le contexte actuel. Et dans ce contexte-là, on a eu, depuis les années 90, toute une série de durcissements de la politique de l'asile qui correspond à une politique de dissuasion, de prévention, de sécurisation des flux. Tout d'abord, des notions nouvelles ont été introduites dans le statut de réfugié pour le restreindre. Parmi les instruments les plus importants, on a la notion de pays sûr. Un pays sûr, c'est un pays d'où on n'a pas de raison particulière de quitter son pays puisqu'il est considéré comme sûr. Et les pays européens, par exemple, mais aussi d'autres pays, grands pays d'immigration qui appliquent l'asile, ont des notions de pays sûrs qui sont des pays pour lesquels il est très difficile d'obtenir l'asile. Quand les populations quittant leur pays sont allées se réfugier dans un pays voisin, on a aussi la notion de pays tiers sûr, c'est-à-dire un pays que l'on a traversé, mais qu'on n'aurait pas eu de raison particulière de quitter puisqu'il est considéré comme sûr. Là aussi, très difficile, sauf cas exceptionnel, d'obtenir l'asile si on vient de pays tiers sûrs. Ensuite, la notion de demande manifestement infondée, quand le récit n'est pas crédible par les autorités qui délivrent le statut de réfugié. Et parfois, il se trouve que des gens qui ont été considérés comme peu crédibles, quand ils font des recours, quand ils étayent leur discours, obtiennent le statut de réfugié. Donc là aussi, on est dans un durcissement. À l'échelon européen, on a cessé d'accroître ce durcissement, notamment avec le protocole Aznar de 1997, du nom du Premier ministre espagnol de l'époque, qui dit que tous les pays européens étant devenus, pour ce qui est de l'Union européenne, des pays démocratiques, il n'est pas possible, sauf cas exceptionnel, de demander l'asile d'un pays européen à l'autre. Et c'était le cas notamment, derrière le protocole Aznar, il y avait la question de refuge des Basques qui, parfois venant d'Espagne, demandaient l'asile en France et parfois l'obtenaient. Donc c'était une façon de rendre impossible le refuge des Basques en Espagne, en France. Ensuite, on a eu un système européen qu'on appelle les accords de Dublin, qui est un système extrêmement restrictif, lui aussi, du droit d'asile, puisque en 1990, on a dit que les pays européens devaient avoir un même système d'asile. Très difficile. On en parle depuis 25 ans. On n'a jamais réussi à harmoniser l'asile parce que chaque pays européen a ses profils de demandeurs d'asile qui appartiennent à des pays et des nationalités différentes et surtout sa politique étrangère propre. Chaque pays a sa diplomatie. Et dans la délivrance du statut de réfugié interviennent aussi des intérêts diplomatiques. On accorde moins le statut avec des pays dits amis, avec lesquels on peut faire éventuellement du commerce, qu'avec des pays avec lesquels on n'a aucun intérêt particulier d'avoir des relations et pour lesquels on peut dire que ce sont des dictatures infâmes et qu'on va nécessairement donner l'asile aux gens qui quittent ces pays. Donc, le résultat, c'est que tout d'abord, on a voulu éviter en 1990 Dublin I
asylum shopping, c'est-à-dire le fait de tenter sa chance dans plusieurs pays européens. Maintenant, quand on demande l'asile, si on est accepté dans un pays européen, ça vaut pour tous les autres pays européens. Si on est refusé, ça vaut pour tous les autres pays de l'Union européenne. Donc, et ça restreint bien sûr la marge de manœuvre des pays de demander l'asile, de donner l'asile ici et de ne pas le donner là-bas. Ensuite, on a défini ce qu'on appelle Dublin 2, 2003, très critiqué dans le contexte actuel, c'est le système du One Stop, One Shop. C'est là où on a mis le pied pour la première fois dans l'Union européenne que l'on doit nécessairement demander l'asile. On a vu ce que ça donnait pour la Grèce, notamment, qui a reçu l'essentiel des demandeurs d'asile en 2015, venant notamment du Proche-Orient. La plupart des gens ne voulant pas rester en Grèce parce qu'elle donne très peu le statut de réfugié et puis qu'elle a des possibilités d'emploi très limitées pour ceux qui viennent durablement. En fait, beaucoup fuient finalement ce système vers l'Europe du Nord, vers l'Allemagne, vers d'autres pays européens. Donc le système fonctionne mal. Et puis ensuite, on a essayé de négocier ce qu'on appelle Dublin 3 depuis 2014 entre l'obligation de rester dans le pays où on est arrivé pour demander l'asile et puis le pays où on souhaite s'installer de façon crédible, ayant de la famille, ayant des raisons particulières d'aller dans tel ou tel pays européen, parce qu'on en parle la langue par exemple, ou parce qu'on pense y trouver du travail. Donc là aussi, c'est une restriction finalement à un système beaucoup plus large de demande d'asile, puisque en fait, on devrait pouvoir avoir les mêmes chances d'obtenir l'asile, quel que soit le pays européen auquel on s'adresse. Et pour l'instant, ça n'est pas vrai. Selon que l'on est de tel ou tel pays et que l'on s'adresse à tel ou tel pays européen, les chances vont varier, parfois du simple au double. On a été plus généreux en France à l'égard des Tamouls du Sri Lanka que par exemple en Allemagne. En revanche, l'Allemagne est beaucoup plus généreuse à l'égard des Syriens qu'on ne l'est en France, par exemple. Et on pourrait continuer la comparaison avec beaucoup d'autres pays européens. Donc cette stratégie d'encadrement de l'asile dans un contexte européen, sans réussir à avoir un système européen commun de l'asile, ce à quoi aspirent les institutions européennes depuis longtemps, depuis notamment les années 2000, conduit à un rétrécissement du champ du droit d'asile pour l'Europe, mais aussi on constate les mêmes phénomènes dans beaucoup d'autres régions du monde, comme par exemple l'Australie, qui maintient dans des îles autour du pays continent les demandeurs d'asile, avec des reconductions signées avec des pays comme l'Indonésie, ces demandeurs d'asile, pour les dissuader, mais aussi d'autres pays qui reconduisent des demandeurs d'asile, comme par exemple le Canada, qui a pourtant longtemps été un pays très accueillant à l'égard de demandeurs d'asile.